Et c'est parti pour le jour 2 du festival Découvre ton design humain. Et maintenant, j'accueille mes invités du jour pour parler de déconditionnement. Conditionnement, c'est quoi? Donc avant tout, on va faire un petit tour pour que vous puissiez vous présenter, donc nous dire comment vous appelez, où est-ce que vous habitez, parce que c'est international ce live, et avant votre parcours de design humain, c'était quoi vos conditionnements? On va commencer par Nadine. Alors, bonjour, mon nom est Nadine Leclerc-Corcoran. Comme vous pouvez l'entendre par mon accent, je viens du Québec. J'habite justement tout près de la magnifique ville de Québec. En fait, le design humain m'a permis de comprendre, de bien utiliser mon sacral, en fait, et de commencer à vivre pour ce qui me plaît moi, parce que j'étais beaucoup conditionnée à faire plaisir aux autres, particulièrement à mes parents. Hein, ça passe souvent de l'enfance, tout ça. Donc, j'ai beaucoup appris à réinventer ma vie pour vivre selon ce qui me plaisait, moi, avant tout, pour vivre dans mon authenticité, puis créer une vie pour moi et mes enfants, justement. Trop bien, on va rentrer dans les détails plus après. Gaëlle, toi? Donc moi, je m'appelle Gaël, j'habite à Paris. Les conditionnements ou le déconditionnement, ce que ça a changé pour moi, c'est le fait de comprendre quelle est la part qui est moi et quelle est la part que je ressens, quelle est la part avec laquelle j'interagis avec la vie. Du coup, d'un point de vue design, ça reflète assez bien ce qui s'est passé pour moi et ce qui était le plus marqué. C'est-à-dire les centres ouverts étaient mes conditionnements les plus forts. La gorge qui me poussait à parler beaucoup, l'émotionnel ouvert, ça va être le fait d'une certaine manière éviter la confrontation et rester bloqué, pour ma part en tout cas dans certaines situations, plutôt que d'agir alors que je pouvais très bien agir. Et puis ajna, couronne, donc la partie mentale avec le fait de répondre aux questions des autres. Et ces conditionnements et ces sensibilités-là, c'est-à-dire les conditionnements viennent se placer sur ces pièges-là, sur ces centres-là, sur ce que je viens de décrire. Et ça, c'est toujours présent, mais en fait, on apprend, en tout cas moi j'ai appris, et le design m'a beaucoup aidé à ça, à vivre avec, c'est-à-dire cette pression à répondre aux questions des autres est là, mais je suis conscient que tout ne me concerne pas, et donc je ne me jette pas forcément dedans. Ce blocage par rapport au fait d'être confronté à certaines émotions est toujours là dans un premier temps, mais au contraire, je l'identifie, et puis les portes présentes sur mon émotionnel me permettent de reconnaître le champ des choses qui dit l'émotion est là, et je sens que je suis bloqué, et donc ne pas réagir de manière automatique à ces choses-là, c'est-à-dire je me bloque, je reste là et je veux pas, voilà, ou alors je réponds automatiquement à toutes les questions, etc. Pas réagir de manière automatique, mais en conscience, je laisse passer l'émotion et ensuite, en fait, je peux agir, il va se passer des choses et en fait, c'est là où sont les sources de sagesse et c'est là qu'est mon interaction avec la vie. Le fait, quand on a un centre ouvert, on est à la fois très conditionnable et en même temps extrêmement sensible à ce qui arrive par là et donc quelque part expert du décryptage de ça, seulement tellement expert que ça envahit, que ça nous dépasse et que ça nous fait réagir au lieu d'agir en fait, en quelque sorte. Donc, voilà pour moi. Je crois que tu spoil le live de 11h samedi sur les super pouvoirs des centres ouverts. Mais... non, je tease. C'était un teasing. Très bien. Audrey, comment tu as été conditionnée toi et tu viens d'où? Alors, déjà, j'ai été conditionnée à pas savoir me servir d'un ordinateur, comme tout le monde a pu le voir. J'arrivais pas à me mettre... Voilà. Donc, moi, c'est Audrey. Je vis en Charente-Maritime. Et ce que m'a apporté le design dans mon déconditionnement, c'est déjà d'être capable d'entendre mon sacral. Parce que alors moi, j'avais une super tête, super pour prendre des décisions, mais certainement pas de la décision dans le kiff. Hein. C'était de la décision pour rester dans le respect de la famille, dans le respect des origines. Enfin voilà, c'était de base on est breton et des vrais bretons bretonnants, quoi. Fallait pas faire honte à la famille et c'est là-dedans que j'ai été éduquée. Et ce à quoi m'a servi le design, c'est d'aller remonter tous les limons de honte que j'ai pu retrouver dans tous les conditionnements de mes centres, parce que j'ai le cœur complètement ouvert. Alors le cœur complètement ouvert, ça veut dire aucune notion de la valeur que je peux avoir. Donc ça veut dire
je fais quelque chose, j'allais automatiquement me dire que ce n'était pas bien. Ou alors, j'étais aussi persuadée d'aimer profondément le challenge. Donc, ça m'a valu 3 ou 4 burn-out, dont un où j'ai été 1 an et demi en arrêt et 2 mois d'hospitalisation, tellement j'aimais le challenge. Et aussi, prouver la valeur, ça a été prouver que j'étais quelqu'un de fiable, que j'étais quelqu'un capable de tenir ses promesses. Sauf que les promesses qui étaient prises pour avoir de la valeur, pour, avec mon centre non défini aussi dans le plexus solaire, éviter les conflits. Ou alors, comme je n'avais pas non plus conscience de ma direction ni de mon identité, m'engager dans des trucs parce que quelqu'un avait le G défini à ce moment-là. Waouh, j'avais enfin l'impression de savoir qui j'étais. Ou alors me trouver un tas d'identifications comme je suis juriste, je suis enseignant-chercheur, je suis, puisque finalement à l'intérieur il y a personne. Puis alors en plus avec le manque de valeur, si je sais pas qui je suis et qu'en plus j'ai pas de valeur, ça devenait quand même compliqué, sans compter en plus la tête non définie avec le 64 défini. Ce qui veut dire que là, la capacité, comme en plus c'est une porte qui est en rouge, donc dans l'inconscient, la capacité inconsciente d'aller revisiter mon passé pour me taper sur la tronche, pour essayer d'en tirer des solutions et des stratégies inopérante totalement avec mon ajna défini. C'était magnifique. C'était magnifique. C'était stratégie vers la catastrophe. Mais vraiment, c'était et donc ce que ça m'a apporté le design, c'est de voir qu'en fait, à des moments où je me dis oh mon Dieu, mais quelle vie nulle, où je me sens tellement seule, je me dis ok, double définition. Là, encore du conditionnement sur la valeur. Je sais pas où je vais avec le G. A priori, en plus, on doit avoir le centre du plexus en ce moment défini. Ah oui, tiens, la porte de la mélancolie. Ok, bon, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est mon bordel de centre. C'est pas moi qui m'exprime. Et ça aide vachement à arrêter de se juger aussi et juste voir, ok, là c'est mon association de malfaiteurs, visiblement. Bon, il y a un défi qui se prépare. Bon, je sais pas encore lequel ça sera, mais bon, a priori, là, ça se fomente. Bientôt, je vais savoir. Donc voilà ce que ça m'a apporté, beaucoup de relâchement et de désidentification et d'observation pour passer du pilote automatique du non-soi à la capacité d'observation et d'intentionnalité. Puisque pour moi, le non-soi, c'est la non-intentionnalité. C'est la fatalité parce que j'ai dû aller me fondre dans ce qu'on attendait de moi et non pas être dans la capacité d'aller développer mes talents, d'aller développer mes dons et ma raison d'être. Voilà. Hyper clair. Elsa, tu viens d'où et comment tu as été conditionnée? Alors, bonjour tout le monde. Donc, moi, je viens de Aix-en-Provence et je me retrouve beaucoup dans ce que dit Audrey. En fait, je suis en train de voir qu'on a quand même beaucoup de similarités sur le chart. Sauf que moi, je l'ai vécu de manière beaucoup plus légère puisque je suis très débutante en Human Design. Donc, j'ai essayé de me renseigner sur les bases et je prends ça avec un petit peu plus de légèreté. Moi aussi, j'ai été, comme tous, hein, on a tous vécu ça, conditionné par la famille, par les dictats de société, etc. Sauf que moi, depuis le départ, je savais depuis petite, depuis bébé, je savais j'avais une vision en fait. J'avais une vision de ce vers quoi je voulais aller. Mais j'ai pris des voies assez tordues pour y arriver et je me suis longtemps fouettée. C'est-à-dire, j'ai pris les voies qu'on me disait, oui, c'est ça, c'est là que tu dois aller parce que si, parce que ça, en me plaquant sur ma matrice des décisions très rationnelles, alors que, bon, moi, en fait, je suis une espèce d'artiste électron libre, etc. Et c'est beaucoup mieux pour moi quand je choisis des choses qui peuvent paraître un peu fantasques pour le commun des mortels, mais pour moi, ça fait parfaitement sens, en fait, parce que ça correspond à une certaine vision et à une certaine façon que j'ai, à une certaine fluidité que je peux avoir de gérer ma vie en prenant en compte tout un tas de choses dans l'instant, en fait. Donc, effectivement, je suis comme Audrey, j'ai plus ou moins les mêmes centres ouverts.
non définie. Et j'ai eu plus ou moins les mêmes interrogations, mais je pense que c'est peut-être le côté 6-3 qui fait que j'ai toujours eu ce cap et cette vision et une espèce de confiance à me dire non, mais du moment que tu as la vision, peu importe les ornières dans lesquelles tu vas tomber, tu vois quand même le point sur l'horizon et en plus, tu as cette capacité de faire varier le point. Et c'est pas un problème, en fait. Ça te stresse pas de faire varier la vision du cap au fur et à mesure. La direction reste la même. Donc, j'ai toujours eu ce petit fond de confiance qui, finalement, m'aide à chaque fois que je fais péter un conditionnement à me dire, ouais, une pelure d'oignon de moins, mais c'est pour le mieux et puis ça correspond de toute façon. C'est cohérent avec ce qui se dit à l'intérieur. Alors après, bien sûr, le design explique des tas de choses que j'ai vécues sans comprendre les détails et explique un parcours et me déculpabilise sur le temps que j'ai pu mettre à voir la vérité en face. Voilà, globalement. Trop bien. Je vois qu'il y a quelqu'un qui demande de redire les exemples d'Audrey. Ce live est enregistré en replay, donc je te conseille de revoir le replay quand il sera accessible, donc tout de suite après. On ne va pas redire ce qui a déjà été dit. J'ai envie de continuer et de vous poser la question du début. Comment ça a commencé votre déconditionnement? Ça a été quoi le déclic? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un? Est-ce qu'il y a eu une situation? Un face-à-face, je ne sais pas. Comment ça a commencé? Nadine? Moi, je vous dirais que mon déconditionnement a commencé avant de connaître le design humain parce que, en fait, dans ma vie, j'ai eu un événement particulier. Mon conjoint est décédé il y a 6 ans, donc ça a remis beaucoup de choses en perspective dans ma vie. Et j'ai été m'intéresser à une école de coaching et il y avait, eux autres, une approche particulière, c'était le coaching transformationnel. Donc, c'est vraiment une méthode pour aller travailler au niveau de l'inconscient puis d'aller voir quelle perception on a développée souvent à l'enfance avec nos parents, des situations qui sont arrivées, qui ont fait OK, à partir de maintenant, il faut que je réagisse comme ça pour m'assurer d'avoir l'amour de mes parents, pour m'assurer d'avoir la sécurité, pour m'assurer d'avoir tout ça. Donc, j'ai été vraiment voir cette approche-là, puis bref, j'ai été faire d'autres formations suite à ça, puis c'est après ça que le design humain est arrivé dans ma vie, puis là, j'ai comme compris plein de choses avec justement mes centres ouverts, là, j'en ai pas parlé, mais moi, j'ai le plexus solaire ouvert et le cœur égaux ouvert, donc ça a fait en sorte que toutes mes relations, justement, moi, j'ai eu beaucoup de déconditionnement à faire par rapport à mes parents, beaucoup par rapport à ça et mon centre de la valeur, justement. Donc, c'est là que mon déconditionnement a commencé bien avant ça, mais j'ai vraiment fait plein de liens après ça sur « Ah, c'est pour ça que j'ai été comme ça, c'est ça. OK, là, je comprends pourquoi que ça s'est passé de même. » Puis, on comprend plein de choses après ça. Donc, voilà, c'est comme ça que ça a commencé pour moi. Trop bien. Gaëlle? Ouais, alors, moi, j'avais expliqué lors de une des vidéos d'ouverture que c'est à la base une expérience d'un phénomène d'expansion de conscience il y a à peu près 15 ans qui avait été le premier déclic, qui m'avait mis face à moi-même, en fait, et face à ce que je pensais vraiment, je pense. Je vais parler de la suite, en fait. Du coup, ce qui s'est passé ensuite, j'ai dit une grande introspection et finalement, j'ai passé, à partir de 2010, j'ai beaucoup vécu seul. Et ça m'a sans doute poussé, en étant beaucoup dans mon aura, à me ressentir moi. Et donc, je suis un générateur sacral, donc je ressens mon sacral fortement. Il y a 5 ou 7 ans, je suis un peu par hasard tombé sur le sujet des hauts potentiels. Et ça répondait à plein de différences que moi, j'avais la sensation de vivre. Et ça a surtout été un déclic pour m'autoriser à être moi-même en comprenant ça. Je me suis dit, OK, alors je suis différent de la plupart des gens et donc je dois être ce que je suis parce que c'est ça qui fait... Parce que je chantais aussi quand je suis moi-même, ça marchait bien les trucs. Même si ça surprend toujours un peu les autres, la manière dont je me comporte, mais à la fin, ça marchait bien. Donc ça, en fait, ça m'a poussé à être moi-même pendant plusieurs années et à aller dans ce truc-là, à sentir que les choses étaient plus fluides. Donc c'était déjà, en fait, du déconditionnement, je pense, vraiment. Le fait, par exemple, de m'autoriser de quitter une formation, une réunion, quand j'en ai envie, pour aller marcher dehors, même si c'est pas respectueux, etc. Mais en fait, moi, ça m'évite juste d'exploser et de devenir toxique pour le formateur. Et au contraire, d'être son allié quand je reviens, de participer parce que je suis bien, d'être en conscience.
Voilà. Donc c'était ça le chemin que je faisais. Être en confiance sur mes centres ouverts, en fait. C'est ça. Pas être automatique. On a parlé de fonctionnement automatique. C'est vraiment ça le conditionnement. Hein. C'est des choses qui viennent se mettre pour donner des règles sur, OK, quand le centre ouvert, il y a quelque chose qui arrive dessus, je réagis automatiquement en appliquant ma règle que j'ai construite pour une raison historique, on va dire. Donc voilà, il y avait ça. Et puis, en fait, je crois que ça m'a amené au design, sans doute, en termes de vibration. Et le design a été un cran de plus sur le détail. C'est plus être moi-même, mais c'est être moi-même et je suis ça. Donc là, ça m'a carrément donné les clés techniques, la mécanique pour bouger et ajuster les choses que j'avais faites. Voilà. Et je suis un 4-1, donc c'est assez particulier en plus. Et pas spécialement par rapport au conditionnement, mais juste le fait que ça fait un profil pas commun, un peu. Il a encore teasé un autre live sur les lignes. Audrey, est-ce que c'est le design humain qui t'a aidé à te déconditionner ou est-ce que tu avais fait le travail déjà en amont? Alors, j'avais déjà commencé. Bon, pour faire simple, je pourrais faire comme Gaëlle. Mais bon, je vais quand même y aller avec moi. Effectivement, moi, j'ai été pas mal conditionnée. Enfin, j'ai accepté le conditionnement de mes parents. Hein. Et j'ai eu pas mal de déconditionnement à faire parce que mon premier métier, c'était quand même enseignante-chercheur en droit et formatrice de notaire. Donc, inutile de dire que j'avais enchaîné du conditionnement bien comme il faut pour ressembler à... Je sortais complètement de mes gonds et où je me disais, bah là, ça va quand même pas. De les traiter une fois, je sais pas, on s'engueulait avec un collègue, je suis carrément montée sur la table parce que j'ai hurlé, enfin voilà, et là, c'est là où je me suis dit, ça a commencé à devenir compliqué, bah oui, parce qu'il y avait beaucoup de sexisme, beaucoup de voilà, et à la fin, ça arrivé où quand je sais plus ce qu'il m'a dit, oui, on vient pas un short aussi court à une réunion, je suis montée sur la table et je lui ai dit, eh ben le jour où vous me paierez correctement, j'aurais plus besoin d'aller faire le trottoir, et je suis retournée dans mon bureau. On était quand même des cadres sup en pleine réunion pour déterminer ce qu'on allait faire sur le droit de la famille parce qu'on avait un projet à rendre au gouvernement. Voilà. Et à ce moment-là, mon chef est venu me dire, là Audrey, ça commence à déconner. Je fais oui parce que vous me faites tous chier. Et je me suis dit que à un moment quand même, oui, on est tous en train de se faire chier dans ce boulot, mais j'en ai besoin pour manger. Et donc j'ai commencé de l'hypnose. Là, mon hypnothérapeute m'a dit, vous savez, j'ai eu une femme de ménage qui me demandait de l'aider à ne plus être allergique à des produits d'entretien. Vous, c'est exactement la même chose. Vous êtes allergique aussi. Je vais pas vous aider à rester en droit. Et je lui ai dit, si, il faut m'aider. Et finalement, il m'a aidé, mais pas de cette manière-là. Mon corps a fini par tomber en burn-out. Et ça a été la suite de mon déconditionnement. Comme Nadine, j'ai cherché des méthodes, je me suis formée au coaching. Enfin bon, j'ai fait 14 formations en même temps et pendant le burn-out et que j'ai toutes finies parce que j'ai fini par comprendre comme Gaëlle que j'étais pas bête comme je croyais de l'être et que en fait j'étais juste bizarre par rapport aux autres parce que mon père lui est HQI et que donc j'avais THQI et donc j'avais l'impression d'être très très bête à côté de lui, mais en fait j'étais pas bête ni bizarre, c'est juste que j'étais juste HQI et j'ai tout mis en œuvre mais en mode staccanoviste du développement personnel. Le gros problème là-dedans, c'est que quand tu ingurgites, tu ressors rien. Hein. Donc, c'était tout bien parti dans la tête, parce que la tête, elle fonctionne bien, elle avait bien tout bloqué le déblocage du corps. Donc, j'ai fini à l'hosto. Hein. À un moment, le corps, il te dit « tu m'as toujours pas entendu, tu viens de manger je sais pas combien de formations, t'es en arrêt maladie, qu'est-ce que t'as pas compris ?» Cette fois-ci, j'ai compris. Et j'ai fait la rencontre avec le design. Et là, au départ, ça a été pareil, un truc que j'ai ingurgité avec la tête, mais qu'est-ce que c'est génial, tellement de trucs à apprendre, c'est merveilleux. Et après un énième début de burn-out, là, je n'ai plus d'autre choix que de rester végétée dans mon canapé. Et là, je me suis vraiment intéressée au déconditionnement par le design et j'ai vu à quel point j'étais infestée par le challenge, que j'étais infestée par le besoin de ne pas faire de vagues et donc d'attaquer avant qu'on m'attaque parce que c'est plus facile de mettre les choses au point plutôt que d'oser dire ouais non il va falloir que je pose une limite parce que là j'ose pas poser une limite et voilà comment au fur et à mesure j'ai vu
Ah oui, mais en fait, je ne suis pas forte, je suis agressive. Et si je ne suis pas agressive, je ne suis pas faible. Ah, et donc, j'en suis venue à chaque centre après centre après centre. Et puis, en prenant en plus porte après porte, puisque les portes, on a quand même, elles peuvent s'exprimer dans l'ombre ou dans le don, dans l'expression altérée ou dans l'expression exaltée. Et donc, bah, moi, comme j'étais beaucoup dans la survie et dans le fonctionnement de survie de mon système nerveux, bah forcément, les portes, je prenais chaque porte. Ah bah tiens, elle s'exprime dans l'ombre, elle s'exprime dans l'ombre, elle s'exprime dans l'ombre. Et donc, j'ai pris les Jenny Case de Richard Rood pour aussi passer mes portes de l'ombre au don. Voilà, c'était un peu long, désolée. Alors, je sais pas moi, mais je ne te vois plus bouger depuis un petit moment. Vous aussi ou pas? Ah, Oui, on merde. voit. C'est la Ah, Je pense que connexion. c'est un petit De souci mon de côté, ça vient de internet. revenir. Je revois ton image. Ouais. Ah, moi je la vois pas. Mais si les gens qui nous regardent la voient, c'est l'essentiel. T'as dit beaucoup de choses. Moi, il y a des trucs tu m'as perdu, il y a des trucs que je ne sais pas. Genre, c'est quoi une porte en don, par exemple? En fait, les portes, les 64 portes peuvent s'exprimer soit dans l'ombre, et les ombres, c'est des peurs en fait. Soit elles s'expriment dans leur gift, soit dans leur CD. Le, les portes, quand tu vois sur le petit, comment ça s'appelle, la petite appli là, il va y avoir une flèche vers le haut ou une flèche vers le bas. Ça veut dire que dans le transit, la porte, elle va plutôt s'exprimer dans son exaltation, donc dans son don, ou dans son, je sais plus comment ça s'appelle, moi je l'appelle son ombre. Et on va donc avoir aussi la possibilité d'avoir un conditionnement au niveau des portes. Donc le conditionnement, c'est pas seulement les types, ni la définition, ni les centres, et le profil, mais on a aussi chaque porte. Par exemple, en ce moment, on peut voir que la porte dans l'ombre de la 49, la réaction est vachement en opération à l'heure actuelle. C'est la réaction émotionnelle des émotions brutes générée par le pilote automatique de notre boîte noire de l'humanité, quoi, de notre histoire collective, qui fait blanc, noir, oui, non, et ça, c'est l'ombre de la 49. Je sais pas si c'est plus clair. Ouais, un peu. C'est un peu poussé pour moi, je pense, mais c'est plus clair, on va dire. Globalement, c'est plus clair. Elsa, toi, Oui, comment ça a commencé? alors moi je vais faire plus simple, hein, plus romancier. Moi ça a commencé, c'est pas un commencement en fait, c'est une continuité. Il y a toujours eu comme une source, puis un petit filet d'eau, puis un torrent, puis une rivière, puis un fleuve. Et là je pense qu'on est entre la rivière et le fleuve, et puis un jour ça arrivera à la mer certainement. J'ai su depuis gamine que j'étais pas dans mon chemin. Et bon, bah, vous connaissez le problème, hein, quand on est mis dans le tuyau de l'école de la République de l'éducation nationale, et ben, on suit la rivière. Il n'est pas question de monter sur la berge et de danser à poil, hein. Donc, bah, j'ai suivi, j'ai fait comme tout le monde, en sachant que un jour il faudrait que je change. Et j'ai suivi comme ça gentiment pour pas inquiéter ma famille, mes parents, etc., pour répondre à des angoisses qu'on projetait sur moi, bah, l'angoisse classique du parent qui veut que son enfant réussisse, hein, normal. Bon, j'ai vécu la vie de Monsieur Tout le Monde en sachant exactement que c'était la vie de quelqu'un d'autre. Et puis le projet a commencé à mûrir. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, c'est pas ça. Bon, c'est pas un scoop que c'est pas ça. Ça fait 20 ans que tu sais que c'est pas ça. Maintenant, tu vas faire quoi? Et j'ai eu cette chance que j'ai eu tout de suite la vision claire que je voulais travailler sur construire un univers autour de la notion de voyage. Mais pas que le voyage physique, le voyage aussi intérieur, l'aventure du voyage en fait, le vrai concept du voyage, qui peut se faire sans bouger. Et j'ai commencé à imaginer ce projet. Puis je l'ai déroulé tranquillement, en fait. J'ai fait des formations en parallèle de mon job, etc. Alors, à mon job, ça se passait de plus en plus mal
Comme Audrey, mais sauf que moi, je suis passée en rase-motte, en légèreté au-dessus. J'ai frôlé, j'ai fait des pré-burnout. Et à chaque pré-burnout, ça a renforcé ma certitude qu'il fallait que je continue dans ma voie à moi. Donc, j'ai continué à explorer gentiment et puis j'ai commencé à étudier sérieusement la porte de sortie. Et en fait, la porte de sortie, c'est arrivé finalement relativement vite. Hein. Le courant était assez fort puisque je m'étais donné, bon, allez, entre 5 et 10 ans pour switcher. Et puis finalement, j'ai switché en moins de 5 ans. Et c'est comme ça que je me suis construit mon métier sur mesure, tout simplement. Puis je me suis déshabillée, j'ai viré mes pelures d'oignon. Donc j'ai commencé par changer de maison, changer de travail, changer de mec. J'ai changé un peu de tout. Et puis là aujourd'hui, oui, il me reste encore quelques pelures d'oignon, mais voilà, je suis déjà, voilà, j'en ai quand même enlevé beaucoup. Et le design, le human design, ben, je connais ça depuis seulement quelques mois. C'est vrai qu'avec Audrey et son groupe, j'ai pu en apprendre beaucoup. Merci beaucoup Audrey, c'est toujours très pointu, très clair et tout ça. Alors moi, j'effleure ça de façon artiste dilettante, mais ça s'imprime quelque part. Hein, puis à un moment donné, ça se met en cohérence. Ça crée un espèce de mur d'eau, ça me parle quoi. Et le design, ça fait partie des multiples outils de connaissance de soi qu'on peut utiliser pour faire ce fameux voyage intérieur à la découverte de soi, en fait. Donc oui, ça vient appuyer ma démarche, en fait, tout simplement. Hyper clair. Si vous avez des questions, en commentaire, n'hésitez pas, on va y répondre. Pas trop pointu, s'il vous plaît, que moi, je comprenne la question déjà. J'ai envie de vous poser la question, c'est quelle est la plus grosse pelure d'oignon que vous ayez confrontée? Genre le déconditionnement le plus difficile ou peut-être le truc qui a frotté le plus j'ai pas trop envie là. Et pourtant, j'ai envie quand même. Nadine? Attends, ben, j'y pense encore. Ben, non, ben, en fait, je le sais. Moi, en fait, je suis enseignante aussi en adaptation scolaire. Je travaille avec les jeunes qui ont des difficultés au niveau des apprentissages et du comportement. Et le gros conditionnement, c'est, je vais dire qu'il vient de ma mère. Moi, je vais tout le temps vous parler de mes parents, ça a tout part de là. Mais ma mère m'a toujours dit, tu sais, il faut que tu aies un bon métier, idéalement, il faut que tu ailles travailler au gouvernement parce que tu as un fonds de pension, tu as des bonnes conditions, tu as des assurances, toutes ces affaires-là. Et moi, je suis partie avec cette idée-là. Puis, bref, j'ai été faire mes études pour être enseignante. Puis, c'était correct. À un moment donné, ça a été correct. Moi, j'ai le canal de l'enseignant. Tu sais, j'adore faire ça, travailler avec mes jeunes. J'ai la croix du service. Fait que, tu sais, travailler avec ces enfants-là, c'était extraordinaire. Mais ça reste que, bref, la vie, comme je vous ai dit, a fait qu'à un moment donné, j'ai fait « Ah non, c'est pas ça que je veux pour ma vie. C'est pas ça que je veux pour moi. C'est pas ça que je veux. Je veux être plus avec mes enfants. Je veux être capable de créer une vie avec plus de légèreté, plus de liberté. » Et tranquillement, je suis en train de transitionner pour être entrepreneur à mon compte. Et c'était le gros cheminement de OK, là, je laisse j'arrête d'enseigner, je laisse tout ça de côté. Et j'ai tout le temps ma mère on se parle, puis là, qui me dit, ben non, mais là, vas-y progressivement, vas-y. Et j'ai tout le temps, puis là, j'ai encore tout le temps mon cœur égo qui me dit, mais là, faut que tu écoutes ta maman pour qu'elle reconnaisse ta valeur, puis qu'elle soit pas fâchée après toi. Puis là, j'ai mon cœur égo qui dit, mais là, tu peux pas te chicaner avec, t'en as besoin. Puis, fait que ça, c'est vraiment, je suis encore dans ça. Je pense que ça va me suivre toute ma vie. C'est vraiment mon travail de vie. Mais c'est vraiment d'apprendre c'est mon gros déconditionnement que j'ai à faire par rapport à ça, de vivre pour moi, puis de me dire, oh, regarde, ma mère, elle va continuer à m'aimer, peu importe les choix que je fais. Mais c'est encore très présent pour moi de me détacher de ça, puis de l'idée que faut que j'aie une sécurité d'emploi tout le temps, c'est super important. Puis tu sais, la société nous apprend ça aussi, qu'on va à l'école pour avoir un bon travail, pour se payer un bon fonds de pension, pour avoir une retraite. Puis, mais c'est ça. Fait que c'est vraiment, ça, c'est mon plus gros déconditionnement de dire, OK, là, je suis capable de fonctionner par moi-même, j'ai ma valeur, je sais où je m'en vais, je sais ce que j'ai à faire, je vais réussir. Peu importe ce que le monde va dire, je vais réussir, puis je vais y arriver. Fait que ça, c'est mon gros travail il y a un bout de pleure d'arracher, là, mais il y en manque encore un petit peu. Ça va venir tranquillement. Trop bien. Gaëlle, c'est quoi ta grosse pelure d'oignon?
pour moi, je dirais que le conditionnement le plus puissant ou la révélation la plus puissante, elle n'est pas justement à la surface du bodygraph, dans les centres, comme on l'a évoqué tout à l'heure, mais plutôt dans les variables. Et enfin, deux choses. D'une part, dans mon type, le fait d'être générateur, qui dit que quelque part, la vérité vient dans la réponse. Donc, tant que ce à quoi on doit répondre n'est pas présent, en fait, c'est un peu dur de voir plus loin. On est un peu aveugle d'une certaine manière en tant que générateur. Et si on regarde les variables, et en fait, ça c'est comment, sous le bodygraph, on est construit, c'est-à-dire comment tout ça vient, comment l'information vient à nous, en fait, sous quelle forme et par quel biais, pour quelles raisons. C'est des choses un peu fines, mais... Et en l'occurrence, il existe, et nous, dans la littérature commune, on parle de cerveau droit, cerveau gauche de manière très simple. En fait, c'est ça, très détaillé dans le design. Et donc, moi, j'ai un esprit, pour la part esprit, ma conscience est quelque chose de passif. Et la motivation, c'est-à-dire je suis réceptif, en fait, pour que l'information et que les choses, je puisse en faire quelque chose, il faut que je les attende et qu'elles viennent à moi. L'autre chose, c'est que ce qui est censé me pousser, on a tous une motivation qui est censée nous pousser pour que les choses soient fluides. Et alors pour moi, et comme pour Elsa, parce que c'est le cas, si je dis pas de bêtises, de tous les profils de transition, c'est l'innocence. Et l'innocence, c'est justement le fait de ne pas avoir de motivation. Et donc d'être juste là et en fonction de ce qui se produit, faire les choses. Donc ça, en fait, couplé à cet esprit qui est censé être réceptif et pas actif en train de faire des choses, mais plutôt en train de les recevoir. Le fait d'être un générateur aussi qui dit qu'il faut répondre et donc attendre, c'est tout ça qui m'a montré que la position qui consiste à vouloir aller chercher les choses pour qu'elles se réalisent était pas du tout favorable pour moi. Il s'agit en fait de les attendre et elles viennent à moi et je suis configuré pour fonctionner comme ça. Au moment où je commence à me concentrer sur ce que je veux, au moment où je commence à courir après ce que je veux, les choses disparaissent en quelque sorte. Et je ne sais plus utiliser ce type d'information, en fait. C'est ça qu'explique le design. Donc, cette compréhension-là que je fonctionnais à l'envers et dans une posture réceptive, je fais assez simple, c'est plus détaillé que ça, mais c'est dans une posture réceptive que les choses viennent à moi. Ça a vraiment changé les choses en profondeur parce que ça m'a permis ensuite au-delà du déconditionnement des centres en surface, de le faire de manière fluide. C'est-à-dire que du coup, naturellement, en fait, ils se remettent à fonctionner à l'endroit aussi. Mais ça, c'est plus dans la profondeur. Et c'est pour moi le déconditionnement le plus puissant lié au design, je dirais. Ce travail-là, j'avais pas pu le faire sans le design. Alors qu'il y a beaucoup de choses que j'avais pu comprendre et approcher au moins avant. J'avais peut-être pas tout réglé, mais j'avais compris qu'il y avait c'était dans quel sens ça allait. Ça, c'est plus, voilà. Trop bien. Audrey? Alors moi, ma plus grosse pelure d'oignon, c'est le centre du cœur égo avec l'ombre de la porte 43 et l'ombre de la porte 49. Ces portes-là, c'est deux des portes de ma croix d'incarnation. Et donc, pour pouvoir incarner sa croix d'incarnation, il faut 7 ans de déconditionnement. Et avec ces 7 ans de déconditionnement, on arrive à passer de l'automatisme de nos réactions à changer le pilote automatique pour mettre de la conscience sur ce qu'on vit de manière récurrente pour que ça passe de « Ah putain, mais quelle fatalité, mais quelle calamité, mais quelle vie de merde » à « Tiens, ok, ça c'est le défi de l'ombre d'une porte pour passer dans le gift ». Et en fait, moi, avec le cœur égo complètement ouvert et hyper conditionné au fait que je n'avais de la valeur pour ma famille que si je me comportais, c'était vraiment complètement conditionnel, je n'avais de la valeur que si j'étais la meilleure en classe, que si la valeur était complètement conditionnée. Donc en fait, quand j'ai commencé à me déconditionner, je suis tombée sur quelque chose que j'avais complètement oublié, c'est que je m'étais conditionnée pour que ma vie ait un sens, pour avoir une raison de vivre. Et qu'en fait, en déconditionnant, au départ, je suis tombée vraiment sur le non-soi de ce cœur égo que j'avais pas vu au départ, puisque j'étais tellement dans la compétition avec moi-même que j'avais pas vu. Et donc, je suis retombée sur le hiatus de mais en fait, ma vie n'a pas de valeur. Ma vie ne vaut pas d'être vécue. Je peux mourir maintenant, il n'y a aucun intérêt. J'ai trouvé un boulot qui me plaît, mais ça me plaît jamais assez pour avoir envie de vivre. Et donc, je suis tombée sur cette association de malfaiteurs, du non-soi extrêmement puissant de ma valeur,
puisque bah, pour le coup, là, j'étais vraiment, je travaille dessus encore, hein, j'étais vraiment dans le non-soi le plus ground zéro qu'on puisse avoir de la valeur de soi. J'étais sur la non-valeur du fait que je vive. Et ça, bah, additionné à l'ombre de la porte 43 et l'ombre de la porte 49, la 49, c'est ma raison d'être, la 43, c'est mon don, c'est mon talent. Donc, ma raison d'être, c'est censé être la capacité à mener en moi une révolution intérieure, mais non pas une révolution comme ça, une révolution d'union, une révolution d'unité, c'est-à-dire la capacité à passer de l'ombre de la réaction émotionnelle, celle qui prend tout le corps, à juste la révolution interne, c'est-à-dire être capable de changer le pilote automatique de je réagis face à l'extérieur à je vois le stimulus, je me laisse traverser par la réaction et je vais écouter l'histoire que me raconte la réaction que j'ai failli avoir pour changer mon pilote automatique. Pareil dans la 43, la 43, elle, l'ombre de la 43, c'est rechercher dans le monde extérieur l'efficacité pour se sentir heureux. Donc, je serai heureuse quand j'aurai le corps que je veux, quand j'aurai la thune que je veux, quand j'aurai le mec que je veux, quand j'aurai le lave-vaisselle que je veux, et quand la capote de ma bagnole marchera électroniquement. En gros, c'est ça. Et le moindre truc va donc, dans l'ombre de la 43, se fixer sur j'ai pas ça, dans le futur, faut que j'ai ça, j'ai pas ça, dans le futur, faut que j'ai ça. Et évidemment, bah, quand tu arrives dans le futur, ça n'a aucun goût, puisque de toute façon, tout ça, bah, c'était lié à l'ombre de la porte. Et le défi dans cette porte-là, c'est de passer de je vais chercher à l'extérieur ce qui va me rendre heureuse, à se rendre compte que, bah, en fait, dans la vie, il y a ni stabilité extérieure, ni sécurité extérieure, et qu'elle n'existe que quand toi, moi, nous, on devient notre navigateur interne, quoi qu'il se passe à l'extérieur, même par gros temps. Et ça, comment on peut parvenir à faire ça, c'est quand il fait beau, dans nous, dans notre vie, eh ben, on met ces habitudes en place de déconditionnement, on met ces habitudes en place de conscience et d'intentionnalité pour se regarder faire, pour que finalement, là où à l'intérieur, la peinture de nous, bah, elle peut être toute noire, bah, on va y rajouter bah, un peu de jaune, un peu de jaune, un peu de jaune, et puis à la fin, ça va faire un espèce de noir-jaune et ça va être plus tout noir. Et ça, c'est comme ça que bah, je déconditionne mon pilote automatique en foutant de l'intentionnalité sur tout ce que je fais, même quand je vais acheter une boîte de thon. Pourquoi j'achète ce thon? Est-ce que ça va vers ce que je veux vivre ou est-ce que je suis en train d'essayer d'inconsciemment me niquer la gueule pour que mon système nerveux reste dans sa sécurité d'homéostasie de base, donc dans sa survie de merde? Bon, il y peut rien, hein. On est issus des êtres à 7 centres et on continue à appliquer ce que vivent les êtres à 7 centres avec nos 9 centres. Donc forcément, à des moments, bah, c'est comme foutre des roues de vélo sur un tracteur, ça pète. Voilà. Elsa. Oui, alors moi, non, moi c'est beaucoup plus simple hein, en fait. Moi, le design, déjà, j'ai voulu faire très simple. Je me suis intéressée juste à mon type, à mon autorité et à la façon dont je fonctionne. En gros, puisque moi, ça fait seulement quelques mois que je regarde ça. Hein. Donc là, tout ce que vous évoquez, c'est hyper technique et je pense que du coup, l'œil un peu plus dilettante parlera au spectateur qui découvre. Moi, en fait, j'ai découvert beaucoup d'explications sur des façons dont j'ai pu réagir dans le passé et surtout sur mon mode expérimental de fonctionnement. Donc, savoir au fond de toi que tu fais une expérience et puis que ça va pas aboutir, que tu n'auras pas de résultat et donc que ta vie sera pas… voilà, moi aussi, j'ai un truc d'efficacité comme Audrey. Tu le sais au fond de toi, mais tu as été conditionné à te fouetter parce que tu n'as pas ton résultat. Bah, un des gros conditionnements, ça a été une des grosses pelures d'oignon à faire partir, ça a été ça. Et puis la deuxième, on va dire, qui est toujours en travail, c'est celle, bah, je pense, des cœurs ouverts, c'est-à-dire la valeur. Vraiment se recentrer sur ta valeur, surtout quand tu fais face
dans ta vie à des situations qui te challenge là-dessus et qui te remettent en face de ça va, t'es pas trop friable là-dessus, t'arrives quand même à voir ta valeur malgré voilà, une expérience qui s'est pas forcément passée comme ta tête l'avait imaginé ou comme ton cœur l'avait pressenti. Est-ce que pour autant ça t'enlève ta valeur? Est-ce que pour autant, voilà, tu t'es dans le faux et tu te perds et quelque part, t'as perdu un peu de l'estime de toi parce que tu t'es planté, hein, tout simplement. C'est surtout ça le déconditionnement à faire. Être capable de se dire, non, c'est pas un plantage, c'est vraiment un apprentissage. C'est aller plus loin, plus finement dans une exploration. Ça t'a éclairé sur une facette que tu avais peut-être sentie, mais sans jamais vraiment la comprendre bien. Et là, avec cette expérience-là qui te force à regarder là maintenant, eh ben, tu as tout ce qu'il faut pour comprendre un peu plus profondément et pour savoir, toi, comment tu peux te positionner, comment tu peux te réajuster. Et pour autant, ben, ça t'enlève rien, bien au contraire. Soit ça te renforce, soit ça te montre des choses que tu n'avais encore jamais montrées jusque-là. Ça t'ouvre des portes sur des nouvelles, enfin, des capacités que tu te découvres pour faire face, ou alors des réactions positives que tu te découvres aussi, des capacités de résilience, ou alors des capacités d'inventivité. Et puis finalement, ça va te montrer sous un jour nouveau en gardant une espèce de légèreté, en fait. Voilà, moi je le vois plutôt comme ça, la dernière pelure d'oignon à faire péter. Quelle poésie. Je vois qu'il y a des fans d'Audrey dans les commentaires. On voit beaucoup sa résonance, tout ce que tu dis. Ramener le beau temps partout avec soi. Moi, je vois beaucoup de confiance, d'écoute, de lâcher prise aussi. Il y a toujours beaucoup de fans. Et on a une question, donc je vais rebondir là-dessus, de Sophie, qui nous demande c'est quoi les chiffres à droite de vos noms et comment vous le vivez. Donc on va faire un tour pour voir c'est quoi votre profil, quel impact ça a eu sur votre fonctionnement. Est-ce que vous avez eu des révélations par rapport à ça? Est-ce que ça colle vraiment avec votre fonctionnement? Nadine? Attends, on t'entend pas. Excusez. Moi, je dirais, ben, tu sais, mon 1, c'est que j'ai besoin d'établir des fondations. Fait que je suis quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup, beaucoup m'informer sur toutes les choses aussi avant de me lancer. Mais mon 3, je me suis cogné le nez tellement de fois dans ma vie, mais c'est ça qui fait que j'ai appris beaucoup. J'ai beaucoup de résilience aussi, mais ça a fait en sorte que j'ai essayé beaucoup de choses, je me suis cogné le nez, j'ai réessayé les mêmes affaires, je me suis recogné le nez. C'est long des fois avant que j'apprenne, même si j'ai mes fondations, même si je m'informe, j'ai besoin d'essayer, je me plante trop souvent. Je sais pas, Elsa, comment tu le vis? T'as les 3 aussi dans ton truc, mais c'est vraiment un éternel, c'est ça, apprentissage tout le temps, puis il faut que je me parle pour pas me décourager bien souvent parce que ça me prend du temps à apprendre souvent dans des situations. Puis je me rends compte aussi que mon cœur mon cœur égo a besoin, c'est ça, de réessayer puis de dire, ouais, mais là, peut-être de même que ça va marcher. Mais là, peut-être de même que ça va marcher. Mais là, puis je réessaye souvent. Donc, mon 3 est très parlant dans mon inconscient, là. J'ai l'impression des fois qu'il est encore plus là que mon 1, souvent. Voilà. Juste, moi j'ai une question, du coup, ton 3, tu dis que ça te pousse à faire des choses et à te prendre le nez un peu, mais est-ce que tu trouves que c'est cool d'avoir ça dans ton fonctionnement ou est-ce que c'est un frein ou c'est une galère en fait de se confronter à des obstacles? Ben, c'est ma façon d'apprendre de toute façon. Donc, j'y peux rien de toute façon. C'est ma façon d'apprendre. J'apprends. Des fois, c'est plus long, mais des fois, c'est par petites graines, mais j'apprends. C'est ça la vie. Donc, ça fonctionne quand même, mais différemment d'autres personnes.
Ok, hyper clair. Juste pour préciser ceux qui disent, mais c'est quoi ces chiffres? On comprend pas vraiment. Il y a un live dédié aux lignes. C'est jeudi à 13h, donc on va vraiment détailler. Donc là, on parle vraiment témoignage, comment eux, ils le vivent. On va pas creuser de ah, ça veut dire quoi exactement cette ligne. Gaël, comment tu vis ton 4-1? Alors, ouais, je vais juste expliquer de petites choses simples pour pouvoir comprendre, parce que le 4-1 est un profil un peu particulier. Bon, la première ligne est, comme Nadine, celle de l'investigateur, donc les fondations solides, la recherche sur un sujet donné, c'est très lié à la survie, à la sécurité, donc c'est la peur de pas bien connaître son sujet, en fait, pour faire très très simple, qui va faire qu'on va aller chercher des preuves, des réponses, des fondamentaux solides, quoi. Et ça, c'est quelque chose, c'est la moitié inférieure du trigramme, c'est quelque chose de personnel, on va dire. Le 4, lui, il est dans la moitié supérieure. On est sur quelque chose qui est en relation avec les autres. Et c'est, pour ma part, en fait, les recherches faites par l'investigateur qui sont communiquées à mon réseau. Ça fonctionne comme ça et ça fait écho. Sans aller sur ce que c'est que plus le profil, en fait, il y a dans le design humain des profils qui sont personnels et des profils qui sont transpersonnels, pour faire simple. Ceux qui voient qui font, on va dire, ça veut pas dire que c'est des profils individuels ou collectifs, c'est quelque chose de différent, mais ceux qui voient la vie par rapport à eux et eux-mêmes quand ils en font le bilan, et ceux qui vont regarder la vie par rapport aux relations et comment les choses sont d'un point de vue transpersonnel. Ça n'empêche pas que les relations ont un rôle pour les personnes, enfin ça change rien, ça c'est juste le regard en fait. Le 4-1 a cette particularité que c'est le seul profil qui est ni l'un ni l'autre. Et en cela, en fait, il est fixe, et il est fixe pour pouvoir faire le pont, et on attend d'un pont qui soit fixe et stable. En réalité, le 4-1, il n'a pas de vision préférentielle, donc il va parler de la même manière, enfin, comme un personnel avec quelqu'un qui est personnel, et comme un transpersonnel avec quelqu'un qui est transpersonnel. Et pour moi, comprendre que j'étais un 4-1, parce que le 4-1, du coup, on dit du 4-1 qu'il ne veut et ne peut pas être influencé. Donc, c'est une forme de rigidité très forte qu'on montre au monde. Et en réalité, ça a été, pour moi, par rapport au profil, de comprendre que cette rigidité qui fait partie de moi était aussi nécessaire pour être ce que je suis. Et quand tu posais la question à Nadine et sa ligne 3, qui est donc la ligne du process-erreur, c'est les gens qui progressent en se plantant, en fait. Mais sauf que c'est sain pour eux, et que s'il n'y a pas tous les autres pour leur dire autour, mais pourquoi tu t'es planté? Pour eux, c'est OK, parce qu'ils sont résilients, ils savent apprendre de leurs erreurs, ils la font pas 2 fois, donc c'est juste leur chemin de vie qui est comme ça. Et donc, quel que soit le profil, en fait, on est exactement fait pour être ce profil-là, et c'est très agréable pour nous quand on peut l'être pleinement. Et puis aussi, après, ça m'a permis de comprendre que finalement, la rigidité qui était une première réponse que j'avais pour pouvoir être un 4-1 et être à peu près stable et fixe dans ce que je disais, finalement, aujourd'hui, une fois bien entouré, une fois un peu déconditionné, c'est plutôt de la fiabilité que j'ai à avoir en tant que pont pour que ce soit OK pour les autres. Et donc, je peux m'adapter. Comprendre aussi que l'influence, en fait, les 4-1, c'est pas vraiment qu'ils peuvent pas être influencés. Ils peuvent pas être influencés directement. C'est toujours indirect pour nous, mais au contraire, on s'éduque avec notre entourage. C'est ça qui nous éduque. Et entourage, par entourage, je veux pas dire la famille, je veux dire tout ce qui nous entoure. Donc, en fait, on va être influencé par les choses, mais en fonction d'où elles viennent, vraiment toujours en considérant la place. Et donc, jamais immédiatement. Mais on prend tout, en fait. Donc, comprendre ces mécanismes m'ont fait comprendre si j'étais rigide ou pas. Et aujourd'hui, c'est pas le regard des autres qui m'importe, mais moi, parfois, je fais preuve de trop de rigidité, c'est vrai, et parfois, je sais pourquoi, et c'est nécessaire, et c'est ce que je suis, et c'est important. Mais voilà. Donc, c'est s'accepter pour pouvoir être après en conscience et s'écouter, parce que le déconditionnement, c'est vraiment ça, quand même, le maître mot. C'est juste être en conscience, pas être en pilote automatique. Comprendre ce qui se passe. Et comprendre, ça aide à respirer un coup, être en conscience. Ok, je suis rigide, mais c'est normal, en fait. Je vais pas expliquer à l'autre à chaque fois pourquoi. Mais moi, je sais qu'en fait, il vient chercher ça chez moi, finalement. Si je l'exprime correctement, ma rigidité, et c'est peut-être plus de la fiabilité dans ce cas, voilà. Hyper clair. Audrey, comment tu vis ton 4-6? Alors, j'ai été étonnée parce que le 4, c'est l'opportuniste, l'opportunité de réseau. Donc, c'est celui qui est censé bien aimer l'échange, etc. Et moi, je me rends compte que j'ai une capacité à être au monde
qui a toujours été assez réduite au niveau énergie, parce que je récupère beaucoup d'énergie et je sais pas comment faire pour pas la récupérer. Enfin, je travaille là-dessus, mais c'est encore un travail. Et c'est assez lourd pour moi. Et finalement, au départ, là où je me disais, ouais, le 4, c'est l'espèce d'homme politique qui aime être en présence d'eux. En creusant le 4, j'ai vu que non, c'est pas parce que j'ai un profil complètement transpersonnel que je suis censée me jeter dans le monde et être dans des groupes, etc. pour deux choses. Déjà parce que le 4, c'est fondation. Ça va être non pas comme le 1 qui a besoin de fondation de connaissances solides, le 4, ça va être il a besoin de fondation humaine solide. Donc, un groupe petit, humain, sur lequel compter. Et quand j'ai fini par comprendre que mes fondations, c'était pas X mille personnes, mais mon tout petit groupe qui a toujours été là et qui est toujours là, je comprends en fait ce 4 qui, avec le 6 inconscient, le 6 c'est le rôle modèle. Et le rôle modèle, c'est le transmetteur, celui qui va enseigner, qui correspond bien aussi à ma croix de vie qui est dans 43-23, je ne sais plus, je sais même plus quelle est comme ma croix d'incarnation, magnifique. C'est la croix de l'angle droit de l'explication. Et ça correspond bien. Et finalement, le 4-6, c'est un profil plutôt intéressant pour ça. Et le 6, par contre, là où je me suis reconnue quand j'ai vu les claques que je m'étais prises dans ma tronche jusqu'à la trentaine, oui, c'est parce que le 6, dans les 30 premières années de sa vie, fonctionne comme un 3. Donc le 3, c'est le crash test humain. C'est-à-dire, tu manges toutes les expériences qui existent, sauf que le 3, lui, c'est un 4-4. Il a la construction cellulaire pour... Mais moi, je suis un 6 qui se prend pour un 3. Donc forcément, le crash test, il a pris cher. Surtout que, voilà, dès que je pouvais, moi, c'était vraiment polarité. Je suis enfermée chez moi. Oh putain, je teste toute la vie. Bon, voilà. Finalement, j'ai été contente de me mettre en réclusion autour de la trentaine et j'ai pas compris. C'est quand j'ai vu le design que je fais « Ah, je suis pas devenue asociale !» Ah, c'est juste que je suis dans le 6 qui est dans sa réclusion. Et effectivement, c'est hallucinant comment ça correspond. Je récupère tout ce pourquoi j'ai servi de crash test humain. Finalement, au départ, j'ai commencé sur la dépendance affective puisque c'était un truc qui me concernait. J'ai continué ensuite sur le déconditionnement des centres parce que ça me concernait. J'ai continué ensuite, là actuellement, avec le fonctionnement du système nerveux parce que ça me concerne aussi. Et donc, tous les machins que je me suis pris dans la tronche, comme on disait, quand on liquidait une succession à la mort du second époux, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Et là, c'est exactement la même chose. On arrive à la fin de la trentaine et on récupère tout ce qui a été nécessaire à la construction humaine, où on se l'est bien pris dans la tronche, où on a bien mal aux dents, et où finalement cette période de gestation de quelque chose de nouveau à transmettre, c'est complètement ça. Donc oui, finalement, je me retrouve assez bien dans mon type, encore plus maintenant que je sais que mes points nodaux, les points nodaux, c'est notre chemin de vie, c'est 2-4, et le 2, c'est l'ermite. Et donc finalement, être un 4 un peu ermite et un peu enseignant, ça me correspond bien. Voilà. Pour info, moi, je suis 2-4. Et c'est marrant parce que moi, mon 4, je le vis pas comme toi, dans le sens où j'adore avoir plein de réseaux et de switcher de l'un à l'autre et d'aller voir ça et de faire créer quelque chose à droite et de créer quelque chose à gauche. Ce que pointe, je crois, Audrey sur la ligne 4, et ça, en fait, c'est sans doute commun pour toi, c'est justement la différence entre une ligne 4 et une ligne 5. Et la question de la ligne 4, c'est l'externalisation. Donc, on commence à sortir l'information vers l'extérieur. Et ça, c'est à son réseau. Ça veut dire famille, amis et amis plus 1. C'est-à-dire quelqu'un introduit par le réseau, l'entourage proche. Et donc, la ligne 4, en fait, elle est très à l'aise avec son réseau et elle a la qualité de ses relations qui vont monter avec le temps puisque son réseau va apprécier sa fiabilité en fait et son côté réseau. La ligne 5 ne parle pas d'externalisation simplement vers l'extérieur, mais elle parle d'universalisation. Et donc la ligne 5, c'est le réseau, mais tout le monde, c'est plus le réseau justement, c'est le monde entier. Et donc ce que
pointe, Audrey, et c'est en ça que le design est intéressant, parce qu'il permet de comprendre quelles interactions je suis fait pour établir avec l'autre. La ligne 5, elle va rentrer dans l'interaction au top. C'est-à-dire que c'est les gens qui vont avoir un effet, et c'est un effet de projection sur les autres, qui vont montrer aux autres ce qu'ils veulent voir. Donc, dans un premier temps, une ligne 5, elle est très, très forte au moment où elle entre en interaction avec l'étranger, en fait. Donc, ça, celui qui a une ligne 5, dans son business, il aura plus d'intérêt à s'adresser au monde entier, parce qu'il est fait pour ça. L'inconnu va le reconnaître et va trouver chez lui ce qu'il souhaite. Moi, je suis une ligne 4. Si je fais ça, ça va pas bien marcher parce qu'une ligne 4, au contraire, rentre en bas dans la relation. Et ensuite, c'est au fur et à mesure que la relation va devenir solide. Donc, une ligne 5 a l'intérêt à ressortir de ses interactions pour re-rentrer, sortir des réseaux, re-rentrer, alors qu'une ligne 4 doit y rester et fidéliser son réseau. Une fois qu'une ligne 4 est dans un entourage, dans son réseau, là, elle va pouvoir être opportuniste, c'est-à-dire agir au sens des opportunités, en fait. Voilà ce qui se passe. Et donc, c'est bien comprendre, je suis un 4 et pas un 5. Si mon père est une ligne 5, si dans la rue, on est tous les deux et qu'on cherche une direction, c'est plutôt à lui d'aller vers l'étranger pour lui demander parce qu'il sera toujours bien accueilli. Par contre, si on sympathise avec l'étranger dans la durée, c'est plutôt moi qui vais créer un lien solide avec lui. Voilà. On peut quand même avoir les relations avec tout le monde. Vient de teaser le live HD et business de vendredi 13h. Donc Gaël vous fait tous les teasings aujourd'hui. Mais c'est pas mes lives. Et il n'y sera pas. Elsa, est-ce que tu peux nous parler de ton profil 6-3 ? Oui. Alors, effectivement, le 6, quand j'ai découvert ce que c'était, ça m'a parlé immédiatement. C'est-à-dire que jusqu'à mes 30 ans et plus, moi, ça a été un petit peu plus loin. J'ai poussé les expériences jusqu'à 33, 34, 35, même 36, j'étais encore un peu dans l'expérience. Et comme dit Audrey, je me suis pris alors des claques à ma façon, c'est-à-dire assez fluide et légère. Moi, quand je reçois une claque, je suis le mouvement et voilà, c'est plus léger. Mais j'enregistre, je note, j'analyse, je ressens, je m'imprègne bien de la claque pour savoir en quoi ça consistait tout ça, qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne là-dedans. Et là, je commence à rentrer dans les eaux de la deuxième partie du rôle modèle, où au contraire, tu laisses plus venir à toi et tu engranges en fait de l'observation, de la sagesse, tout ça. Tu vas plus loin dans la connaissance de toi, etc. Tu sédimentes et tu digères un peu tout ce qui a pu t'arriver avant, et plus encore, tu acquiers des nouvelles choses avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de recul. Tu amalgames tout ça. Et effectivement, dans la troisième phase, qui est censée commencer vers les 50, d'après ce qu'ils disent, tu peux ensuite repartir dans quelque chose de plus impliqué dans la vie et plus dans l'action avec les apports de tout ce que tu as vécu avant. Alors, pour la phase suivante, j'en sais rien. Honnêtement, je ne sais pas ce qui va se passer dans 20 ans, j'en ai aucune idée. Mais ça me parle pas mal, effectivement, cette espèce de structure de vie là. Sauf que moi, la façon dont je le vis, c'est peut-être un peu plus de continuité. J'ai quand même, je sais pas si c'est quelque part dans mon design, dans mes centres, dans mes machins. Je j'ai pas de connaissances assez poussées pour sentir ça. Mais en tout cas, je sens que les transitions se font avec un certain sens, avec une certaine vision, avec une forme de fluidité. Et on n'est pas complètement dans un changement de couleur total, en fait. Il y a un vrai camailleux qui se passe. Et puis, la navigation fait que de temps en temps, je retourne à l'expérimentation. Sauf que maintenant, comme j'ai plus de conscience, toutes les expérimentations du 3, qui sont quand même en toile de fond, vu ma ligne, maintenant, j'arrive à me dire, non mais, agis quand même en fonction de ta valeur et de ce qui est bon pour toi, malgré tes centres non définis, malgré tout ça, peu importe. Essaye vraiment de te concentrer sur ce qu'il y a à l'intérieur, ressentir ce qui est juste, en toute simplicité, sans parler de porte, de trucs, déjà juste ça. Essaye de sentir, et puis t'es pas obligé de te coltiner toutes les expériences à la con, excusez-moi, qui se présentent à toi. Tu as complètement la capacité de les choisir et même de les orienter et même de demander à changer les règles et à poser tes règles à toi. Tu peux être force de proposition en fait dans ton expérience. C'est-à-dire que tu envoies une passée,
tu sens que ça peut t'amener quelque chose, mais il y a quand même une partie des choses qui ne te conviennent pas, et ben pourquoi pas moduler ça en fonction de ce que tu as déjà vécu, en fonction de ce que tu sens que ça peut donner. Pourquoi pas laisser des portes ouvertes aussi à d'autres choses qui peuvent émerger, hein, quitte à ce que ça fasse un petit peu mal, mais tu peux régler tous les curseurs en fait. Et voilà, moi je le vis avec, oui, voilà, une forme de compréhension, d'éclairage sur la tendance, mais ça m'empêche pas d'y mettre tout ce qui fait mon fonctionnement. Je sais pas où il se retrouve dans mon design, mais assez aquatique, où je vais épouser les formes de l'obstacle pour essayer de comprendre, puis après j'avance. Et tout ça, ça peut se passer avec une certaine légèreté. On n'est pas obligé de se prendre des gros coups dans la tronche, en fait. On peut le passer avec plus de souplesse. Voilà. Ok. Il y a Fabien qui nous dit, pour se déconditionner, il faut travailler sur ses centres ouverts. Donc, dernière question de ce live. Comment on fait pour se déconditionner? C'est quoi le premier pas? C'est quoi le premier truc à faire? Comment on fait? Nadine? C'est une bonne question. J'ai goût de dire, moi, je crois que nos conditionnements qu'on porte sont surtout basés sur des peurs inconscientes qu'on porte. Puis je pense qu'à la base, quand on vit quelque chose qui vient activer des émotions, soit au niveau du corps ou vraiment au niveau de comment on se sent, je pense qu'il faut juste vraiment s'arrêter, puis là, je parle par rapport à mes formations aussi que j'ai, mais juste aller voir à la base, c'est quoi qui fait qu'on réagit comme ça? C'est quoi la peur qui vient de ça? Puis en bout de ligne, on se rend compte que c'est super banal, c'est super con, les peurs qu'on a. En général, là, ça vient vraiment des choses qui arriveront jamais, en fin de compte. Puis, je pense que quand on s'arrête à ça, on peut dire, OK, ouais, c'est même pas fondé, c'est des peurs. Puis, tu sais, souvent, notre Ajna va travailler à nous aider beaucoup là-dedans. Mais, pas notre Ajna, notre centre de la tête, excusez. Mais je pense que quand on s'arrête vraiment à ça, on fait, OK, ça arrivera probablement jamais. C'est une peur que je me crée toute seule. Puis, à partir de ce moment-là, on peut juste prendre la décision d'aller de l'avant avec ce qui résonne en nous selon c'est quoi notre titre, c'est quoi notre stratégie, c'est quoi notre autorité. Mais je pense qu'à la base, c'est surtout ça qu'il faut faire. Puis sinon, ben justement, il y a des coachs, il y a de l'aide pour aller pousser un peu plus loin. Des fois aussi, ça fait en sorte qu'on veut pas creuser. Aussi, notre ego nous amène des fois à nous stopper dans ce qu'on devrait aller débloquer, mais qui nous freine un peu. Donc, je pense sinon, à ce moment-là, on va juste chercher de l'aide pour nous aider à aller creuser un petit peu plus loin. Mais quand on en prend vraiment conscience, c'est pas facile nécessairement, mais ça peut se faire avec une certaine douceur et facilité aussi. C'est vrai qu'on a des automatismes, on s'en rend même pas compte et on n'a pas trop envie d'aller creuser derrière, quoi. Voilà. Pour le déconditionnement, je dirais qu'il s'agit... Déjà, il faut le vouloir, parce qu'en fait, il s'agit de s'écouter et d'être en conscience. Donc, celui qui ne le veut pas, il ne peut pas se déconditionner. Par contre, il n'y a pas besoin de déjà savoir faire. En quelque sorte, il faut le vouloir. Il faut s'écouter et être en conscience. Il y a les thérapeutes qui le montrent. Et il y a aussi, du point de vue du design, on peut pointer un peu techniquement le chemin pour chacun, de manière simple en regardant ses centres ouverts et le non-soi des centres ouverts. Donc, le non-soi des centres ouverts, c'est les pièges, c'est refuser la confrontation de la vérité pour l'émotionnel, c'est ne pas voir sa valeur, ou en fait faire des promesses. Enfin, pour chacun des centres, il y a une phrase et un champ d'idées, en fait. Et techniquement, en pratique, celui qui veut utiliser ça, l'exercice consiste simplement à être en conscience quand on le vit, donc regarder ce qui se passe et est-ce que quand je fais les choses, quand il se passe des choses, je suis en train de répondre à un de ces pièges-là. Je vais donner un exemple simple. Pour moi, qui est un émotionnel ouvert, l'émotion provoque, j'ai une certaine porte qui sont là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste il y a certaines portes qui provoquent un certain malaise quand je suis confronté à de l'énergie émotionnelle. Dans un premier temps en tout cas, qui va me faire me sentir pas à ma place, un peu inadéquate, un peu gênée à chaque fois. Ça va amener, dès qu'une situation ne me paraît pas conforme, au fait que je vais éventuellement ne pas agir. Je passe une commande à la terrasse d'un café, on prend chacun à boire.
le serveur part, et là, je me dis, j'aurais bien pris un dessert ou quelque chose à grignoter. Je vais pas forcément oser aller à la table où il est en train de prendre la commande, l'interrompre pour lui dire de rajouter quelque chose. Et ça, c'est refuser la confrontation, c'est refuser la vérité, c'est refuser qu'il se passe ce truc-là. Et donc, j'ai ce moment-là qui arrive, je vais pas y aller, je vais pas oser, en fait. Mais je sais, je reconnais ce qui est en train de se passer, et donc je me lève et j'y vais. Et au moment où je me lève et j'y vais, toute cette pression-là et tout ça, ça tombe, en fait. Et je peux faire ma commande, et quand je m'assieds, je suis satisfait, très satisfait. Et c'est plus puissant une simple commande d'un morceau de brioche que plein de choses importantes qui se passent dans la journée. Donc, regardez ces pièges, on les voit, instinctivement, automatiquement, il y a tout notre cerveau, en fait, qui nous dit non, 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 surtout reste comme tu fais. Et sur des petites choses, se forcer à franchir le cap sur une petite chose d'abord, voir ce qui se passe. Voilà. Méthodiquement, d'un point de vue du design, moi, je recommanderais de faire ça. Et après, à chaque centre, avec chaque profil, évidemment, ça se détaille, tout ça, mais voilà. C'est marrant parce que ça me fait penser, quand j'étais petite, ado, mon père me forçait à aller payer au restaurant, me forçait parce que j'étais ultra timide à l'époque, même si je considère que je suis encore un peu timide. Et pour moi, c'était très douloureux, en fait, de faire ça. C'était vraiment aller au-delà de mes limites. Et puis maintenant, c'est devenu normal et je comprends que je peux aller vers quelqu'un et c'est OK, en fait. Mais c'est vrai que les premiers temps, ça frotte un max. Il faut Audrey ? dompter ce qui se passe, pardon. Alors, moi, je commencerai d'abord par stratégie et autorité avant de penser à aller déconditionner les centres. Parce que, en tout cas, pour moi, mon expérience, ça a été en allant écouter mon sacral que j'ai fait certaines choses qui finalement se sont avérées pas cool, mais que j'ai vachement mieux vécu sans voix dans ma tête par rapport à quand j'écoutais pas mon sacral. Bon, ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, partons de l'idée qu'on n'a pas écouté son sacral. Et que là, arrive tout ce qu'on se raconte. L'idée, c'est de regarder ce qu'on se raconte. Parce que ce qu'on se raconte, bah, c'est comme s'il y avait eu un petit représentant, par exemple, de la rate qui était en mauvaise santé, qui est allé jusqu'à l'AJNA et qui dit « Salut, je suis représentant de la rate, faudrait envoyer quelqu'un là parce que ça ne va pas du tout. » Et on lui a offert l'apéro, il a complètement oublié qu'il était représentant de la rate et il est devenu représentant du non-soi dans l'AJNA avec tous ses autres copains qui sont à l'apéro. Et ce qui fait que quand il voit l'être humain agir, « Oh putain, hé Gaston, vas-y, attends, il est prêt à aller payer tout seul au resto. » Non mais attends, il faut quand même qu'on lui montre que quelqu'un risque de se foutre de sa gueule. T'imagines s'il se casse la gueule, s'il fait tomber son porte-monnaie, non mais attends, ça va pas, on risque d'avoir la honte. Et là, voilà. Et on ne fait pas. Et en fait, qu'est-ce qu'on a à regarder là-dedans? Ce ne sont que des représentants du non-soi qui sont en train de nous dire le mec, il a toujours son panneau. C'est marqué « Allez soigner la rate ». Sauf que nous, ce qu'on entend, c'est le mec qui parle. On voit plus le panneau où c'est marqué « Allez soigner la rate ». Et ce qu'il faut qu'on apprenne, c'est voir, ok, je me mets à vitesse 0,75 dans ma vie. Ce qui fait que quand moi je me mets en vitesse 0,75, a priori, je suis à peu près en train de parler à vitesse 1,5 pour un être humain normal. Mais on se met à 0,75 dans sa vie et on regarde, ok, il y a un stimulus qui est venu générer ce ressenti, qui est venu lui-même générer cette croyance, ce mot que je me dis. D'accord, donc je me dis ce mot. Et si je vais ressentir à l'intérieur ce que ça me fait quand je me désidentifie, quand j'arrête de croire à ce que ça me dit à l'intérieur de moi, quand j'arrête de croire à l'intérieur de moi que je ne vais pas avoir de valeur et que je vais dans le corps chercher où est-ce que j'ai pas de valeur. Alors à ce moment-là, il est possible qu'il y ait une archive émotionnelle qui remonte et que là, on ait les flots qui sortent parce qu'on a arrêté de s'identifier à l'histoire qu'on se raconte. On a enfin vu ce qu'il y avait marqué sur la petite plaquette de Gaston, qui était le représentant de la rate, pour aller à l'intérieur, reconnaître la peur et lui dire « Ok, tu es là, je t'accueille, je t'écoute, il y a la place pour toi, prends place, maintenant je t'écoute. Tu dis tout ce que tu as à dire. » Et là, on va pouvoir sortir les choses au fur et à mesure quand on arrête de s'identifier à la voix qui est à l'intérieur. Puisque ça parle
Mais ce qu'il faut regarder, c'est pas ce qui est dit. C'est la pancarte. Voilà. Waouh! Quelle image! On va en faire un dessin. Quelqu'un veut dessiner dans les commentaires? Elsa? Oui, alors, moi, en fait, le premier truc que je dirais, c'est effectivement, alors, moi, j'ai une façon de le sentir plus instinctive, hein. Je développe pas tout ça. Quand la peur liée au conditionnement m'arrive, c'est comme une gare des émotions. Je suis une gare des émotions. Je vois l'émotion arriver dans la gare. On a été conditionné pour les bloquer à l'entrée. Alors qu'il faut les laisser rentrer, faire leur danse. Ça dure le temps que ça dure. Et une fois qu'elles ont fini leur danse, elles s'en vont. Et le rideau se tire, tout simplement. Donc, faut accepter qu'il y ait ce petit temps un peu intense où ça danse à l'intérieur. Et dans ce moment où ça danse à l'intérieur, un truc qui m'aide vachement, c'est l'indulgence. C'est de se dire, c'est pas un problème que ça danse à l'intérieur. C'est vivant. C'est même beau. Alors, c'est intense, ça peut être un peu douloureux. C'est comme quand on te chatouille, tu rigoles à l'extérieur, mais en fait, tu aimerais vraiment bien que ça s'arrête et en même temps, tu as créé une interaction. Enfin, c'est un truc un peu complexe qui se passe là. Et on peut peut-être juste le prendre tel qu'il est là, en garder une impression par devers soi pour quand ça sera parti, laisser le temps que ça parte, arrêter toutes les projections, rester dans l'instant présent, temps suspendu, tout se suspend, comme dans la matrice, les balles s'arrêtent, tout s'arrête, et tu regardes le tableau. Et tu restes avec cette impression-là. Une fois que ça part, quand ça s'est bien évacué, eh ben, les balles tombent toutes seules. Et puis, il te reste la rémanence là, de l'image. Et puis, tu peux commencer à ressentir ou à comprendre ou à chercher l'explication de la porte, du machin. Bon, chacun sa technique. Moi, personnellement, je suis plus dans le ressenti, couleur, voilà, symbolique, etc. Chacun. Voilà. Et le design peut être une grille de lecture supplémentaire qui t'aide. Et là, tu apprends des tas de choses, en fait. C'est hyper précieux. C'est comme si tu venais de découvrir par hasard derrière un rideau une porte que tu n'avais pas imaginée. Et puis maintenant, tu vas commencer à pouvoir ouvrir la porte parce que ça a arrêté de te brûler les mains. Donc tu ouvres la porte et puis derrière, il y a encore plein d'autres aventures qui t'attendent. Donc moi, c'est comme ça que je le vois, le déconditionnement. Trop bien, trop beau. Je sais pas en commentaire si vous êtes d'accord, mais vos partages nous touchent de plein cœur. Merci beaucoup à tous les 4. Ce live a un peu débordé, tellement vous êtes bavards.